Voilà, merci à vous tous d'être venus assister à cette projection de The New West. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir la distributrice du film, Roxane Arnold. Ils t'applaudissent comme si tu avais réalisé le film. À vous. Rebonjour à toutes et tous. Merci à ceux qui restent, c'est très gentil. Alors, commençons par le commencement. Tout à l'heure, tu disais que le métier de distributeur, en gros, il y a 3 volets. Et le premier volet, c'était l'acquisition. Donc, ce film, c'est une acquisition. Ce n'est pas un film que vous avez suivi, dont vous avez suivi le processus de production, le développement, le tournage, etc. Donc, comment The New West est arrivé dans les filets de Pyramide? D'accord. Donc, en effet, c'est un film qu'on a acheté fini après l'avoir vu au festival de Sundance. Je signale que c'est très majoritaire. Aujourd'hui, les films, on les achète à 80% sur scénario. Tous les films français, on les achète sur scénario. Parce que de toute manière, un producteur ne se lance pas dans un film s'il n'a pas la garantie d'avoir un distributeur. Et de plus en plus, même les films étrangers, on les achète sur scénario parce qu'il y a un coproducteur français ou pour des raisons X ou Y. Donc, mais on a encore un peu de place dans notre line-up. Le line-up, c'est la liste de nos films pour sortir des films qu'on découvre finis. Donc là, clairement, mon associé Eric Lagesse a découvert le film à Sundance. Il l'a énormément aimé. Il s'avère aussi qu'on était sur une période où on pouvait se permettre d'acquérir un film parce qu'on avait un line-up pas trop plein cette année-là. C'est tout bête, ça dépend de ça. Voilà. Et puis, donc au-delà du fait qu'il a beaucoup aimé le film, après c'est des négociations financières. Et là, il s'est avéré qu'il y avait la possibilité de travailler avec Sony, qui est donc un gros groupe américain. Pour nous, petits indépendants français, c'est intéressant. Que c'était financièrement aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on avait le film pour vraiment pas cher du tout. Je vous dis tout, hein. Et donc la possibilité, pour pas cher, de sortir un film qu'on trouvait beau et en plus de nouer des liens avec Sony, cette grosse société américaine, ce qui peut être intéressant pour nous. C'est ainsi que le chemin s'est fait. Tu parles du line-up, donc le line-up, c'est agenda sur l'année, sur une année, sur plusieurs années à venir des films que vous allez distribuer. En moyenne, Pyramide, qui est moi je dirais un gros distributeur indépendant, c'est combien de films par an à peu Alors on près? sort entre 15 et 18 films par an. Pour nous, c'est le bon nombre pour bien les travailler et aussi pour bien avoir accès aux salles, parce que si on sort trop de films, on peut pas monopoliser tous les écrans des cinémas. Voilà, donc entre 15 et 18, c'est bien. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a énormément de films dont je vous disais qu'on achète sur scénario, et quand on achète sur un film sur scénario, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va être prêt. Parce qu'on est souvent les premiers financiers, donc le producteur vient nous voir et nous dit: tu veux ce film? On dit oui. Et après, le producteur, il doit encore trouver le reste de l'argent, organiser le tournage, etc. Donc parfois, on achète un film sur scénario, il est prêt 1 an après, mais parfois, il est prêt 3 ans après. Donc du coup, il n'y a pas vraiment une science exacte de on attend de film, on peut en rajouter un. Il y a quand même vraiment une grande partie d'inconnus sur la tête qu'aura notre line-up chaque année. Voilà. Mais en effet, les films achetés sur scénario, au bout d'un moment, on sait quand ils sont prêts, et c'est comme ça qu'on peut un peu voir si on a des trous et si on peut se permettre des acquisitions de films finis. Alors je sais que c'est variable parce que ça dépend du budget du film, enfin de l'ambition du film, l'ambition artistique. Donc les budgets sont variables. Mais en moyenne, on pourrait dire, parce que vous avez quand même une certaine, dans votre line-up, vous avez une certaine catégorie de films, enfin vous avez vous-même une vision artistique de ce que vous voulez défendre. Un minimum garanti, enfin ça coûte combien d'acheter un scénario de film pour Alors, qu'ils aient une idée? alors en effet, c'est très variable. On va dire que nous, on va mettre minimum 50 000 euros, toujours. Alors je parle vraiment des films français, les négociations avec les producteurs français. Toujours, il y a aujourd'hui des distributeurs qui achètent des films sans mettre d'argent, qui donc juste le producteur veut avoir un distributeur et voilà. Mais nous, on trouve ça pas bien. On trouve que quand même, on sait très bien que les films, il leur faut de l'argent pour se faire. Donc symboliquement, toujours, on met minimum 50 000 euros. Et après, donc nous, qui sommes, je répète, société indépendante, on peut monter à 600 000 euros pour acheter un film. Voilà. Après, Ça, faut en avoir très envie ou être un peu sûr de son coup. voilà. Mais alors après, c'est un grand métier à risque. Je vous fais un petit topo financier très rapide. Je parlerai pas
énormément des chiffres parce que c'est peut-être pas ce qui vous excite le plus. Mais donc, il faut que vous ayez en tête, donc nous, on lit le scénario, on donne de l'argent au producteur avant même qu'il ait commencé à tourner. Donc, on va dire la moyenne, allez, on va dire 200 000 euros. On lui donne 200 000 euros. Après, je vais avoir des frais de sortie. C'est-à-dire, c'est moi qui vais acheter toutes les campagnes d'affichage, etc., etc. On va dire ça va me coûter 300 000 euros. Donc, le jour où le film sort, moi, j'ai 500 000 euros dehors. OK, 500 000 euros dehors. Je vais me rembourser sur les tickets de cinéma. Les tickets de cinéma, chaque fois que vous achetez un ticket de cinéma, ça coûte environ 10 euros. Il y a moins cher au Select. Pour de vrai, en plus, moins cher dans beaucoup d'endroits, mais comme le calcul est plus facile à partir de 10 euros. Il y a 20% qui partent en taxes diverses, ou la TVA, quelque chose qui s'appelle la TSA, qui est un fonds du cinéma où de l'argent est récolté par les cinémas pour le cinéma. Donc ça, c'est qui fait vraiment partie du modèle français vertueux. Bon, il reste 8 euros. Ces 8 euros, on se les partage moitié-moitié entre le cinéma et moi. Okay, donc dans ces cas-là, j'ai 4 euros par place. Néanmoins, comme il l'a dit, souvent c'est moins cher. Dans les faits, j'ai souvent plutôt 2,70 euros par ticket de cinéma. Donc je me rembourse comme ça, 2,70 euros par ticket de cinéma. Et mon but, c'est de me rembourser mes 500 000 euros que j'ai dehors. Okay, il y a plein de films, vous savez, c'est très dur aujourd'hui, il y a plein de films français qui font 20 000 entrées. C'est très fréquent. Donc dans ces cas-là, moi, je me suis remboursé 60 000 euros et j'ai perdu 440 000 euros. Ça arrive tout le temps. C'est très fréquent. J'ai tout perdu. En revanche, si je gagne, c'est là que je suis un maillon fragile, je vais me rembourser mes 500 000 euros. Très bien. Et tout ce que je vais gagner au-delà des 500 000 euros, je vais en garder que 30% pour moi et tout le reste, je vais le donner au producteur. Voilà, c'est pour ça que nous, distributeurs indépendants, on est un maillon fragile, que c'est un métier de risque dangereux. C'est aussi pour ça qu'on est bien aidé par le CNC, le Centre national de la cinématographie, sans lequel on ne pourrait pas vivre. Voilà, mais c'est vrai que voilà, il faut toujours penser à ça. Donc oui, c'est des paris permanents. Quand on met beaucoup d'argent, souvent, ça va être parce qu'on trouve le scénario exceptionnel, parce qu'on croit en le réalisateur. Il y a la question du casting aussi, mais chez Pyramide, on n'est pas obsédé par le casting. On sait que ce n'est pas les acteurs qui font le succès d'un film. On préfère vraiment un bon scénario et un bon réalisateur. Voilà, mais néanmoins, évidemment, je ne vais pas mettre autant d'argent sur un film avec Pierre Ninet que sur un film avec un inconnu. Mais de manière, je n'ai pas de film avec Pierre Ninet, on ne me proposera jamais. Mais si jamais ça devait m'arriver, bien voilà. sûr. Mais c'est vrai que c'est secondaire. Et puis vous savez, nous très souvent, on lit un scénario, on nous dit ce sera tels acteurs, et puis le film il est tourné 1 an après, les acteurs ils sont plus dispo, ils font autre chose, et c'est un nouveau casting. Donc il faut être très détendu sur ça. On n'est pas accro au casting chez Pyramide. D'autant qu'on peut avoir de très beaux succès avec des films qui n'ont absolument aucun casting. Enfin, tu as sûrement des exemples à nous donner. Oui, bah, par exemple, l'année dernière, j'ai sorti 2 films français qui ont bien marché, qui étaient avec des acteurs non professionnels. Un qui s'appelait L'histoire de Souleymane de Boris Lojkine et un qui s'appelait 20 dieux de Louise Courvoisier. Donc dans les 2 cas, pas de casting. Merci. Et 20 dieux, ça a été même un succès au-delà de toute espérance et de toute ambition. Tout à fait. Voilà, c'est ça aussi la beauté. C'est que vous avez fini à combien? On est à 960 000. Voilà. J'aurais pu faire un effort pour aller au million, hein, vraiment. Et l'histoire de Souleymane, on est à 640 000, ce qui est très bien aussi. Ce qui est extraordinaire, pareil. Ouais. On l'a évoqué un tout petit peu hier avec Amine, qui parlait de ce qui vous unissait à vos débuts. Lui déchirait les tickets au MK2 Quai de Seine ou Quai de Loire, je ne sais plus, le Quai de Seine. Les deux. Les deux. Ouais. Les deux. Donc ce sont 2 cinémas qui sont à Paris et qui sont l'un face à l'autre sur le canal de l'Ourcq. Et toi, tu dirigeais ce cinéma. Qu'est-ce qui t'a amené à la distribution ? Alors, d'abord, je raconte une petite anecdote. C'est quand j'étais directrice de ce cinéma, une anecdote que vous allez aimer. Si vous ne l'aimez pas, vous nous le dites. Hein. Non, mais je veux dire, elle est dirigée vers vous. Un jour, j'étais donc dans mon bureau et j'ai un agent d'accueil qui m'appelle au Toki pour me dire il y a des gens qui veulent visiter le cinéma. Bon, bizarre. Donc, je sors du bureau et figurez-vous que c'était Chabi et son papa qui visitaient des cinémas pour avoir des idées pour les travaux du nouveau Select. Et je tiens à signaler que c'est les seuls sur mes années MK2. Il y a eu une fois comme ça des exploitants qui sont venus visiter pour prendre des idées, c'était eux. Donc c'est très mignon. Alors qu'est-ce qui m'a amené à la distribution? Un peu le hasard. Moi j'ai adoré être exploitante, faire vivre une salle c'est passionnant. Néanmoins, bon, cinéma MK2, donc c'est pas moi qui faisais la programmation, etc. C'est quand même c'est un petit circuit, mais ça reste un circuit. Et voilà. Et j'ai eu une opportunité en distribution. Et je me suis dit que j'allais être plus proche des films encore. Cette idée me plaisait. Et puis comme j'adorais aussi les salles de cinéma, je me suis dit qu'en étant distributrice, je verrais plein de salles de cinéma et pas que la mienne.
Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc ça, c'était il y a 18 ans. Et maintenant, donc j'étais d'abord employée chez Pyramide et maintenant je suis associée. On est donc 2 associés, Éric Lagesse et moi, à faire tourner cette société de distribution. Euh, Tu disais le deuxième point, le premier point c'était les acquisitions et le deuxième point c'était Le marketing. le marketing. Alors ça consiste en quoi? Parce que là, par exemple, il y a un exemple concret pour vous. Le film s'intitule en France The New West, ça s'intitulait aux États-Unis East of Wall. C'est quelque chose qui parfois peut paraître un peu étrange qu'on traduise un titre anglais en un autre titre anglais. En quoi ça consiste le marketing pour un distributeur? Donc, le marketing, c'est vraiment, on décide à quel public on veut s'adresser et on essaie de faire les bons éléments de communication pour ce public. Donc, nous, Pyramide, le public auquel on s'adresse, dans 90% des cas, c'est un public de cinéphiles, majoritairement plutôt plus de 45 ans, plutôt CSP+. Voilà, c'est ça le public. C'est nous. C'est le public des films à essai, donc c'est à eux qu'on s'adresse. Et donc, en effet, un des éléments du marketing, c'est le titre. Donc, pour les films français, rarement, quand même, généralement, un distributeur, un réalisateur, un producteur arrive avec un titre qu'on garde, même si on peut leur dire le titre est pas bon. Et je peux vous donner des exemples de films français où j'ai changé le titre. Les films étrangers, en revanche, c'est vrai qu'on est totalement libre. Et là, je pense que, j'ai même pas à vous justifier. East of Wall, sincèrement, c'était nul comme titre, à l'est du mur. Vraiment, Oui, ça fait film allemand sur la guerre froide. Hein. Exactement. Voilà. Et The New West, le Nouvel Ouest, ça y a une idée d'un film qui réinvente les codes du western, le Nouvel Ouest aujourd'hui. Par ailleurs, on est aidé quand même parce que c'est pas de nous, c'est dans le film. À un moment, quand il lui dit « mais tu vends des chevaux sur TikTok », elle répond « oui, c'est le New West ». Donc on a pris une expression du film. Alors nous, chez Pyramide, on est très très respectueux des auteurs, toujours. Donc on a évidemment écrit à la réalisatrice américaine, même si on n'avait pas de vrai lien avec elle puisqu'on n'a pas acheté sur scénario. On lui a demandé si elle validait ce titre pour la France. Et elle était ravie, elle a dit oui tout de suite. Et voilà. Et des exemples de titres de films français que tu as changés? Tu disais, je peux vous en donner. Alors, par exemple, le film Petit Paysan de Hubert Chervel, que vous avez dû voir il y a quelques années, donc Swan Arlo, éleveur de vaches. Donc, film qui a été un grand succès. Je pense vraiment que le film a été un grand succès parce qu'il est super, mais je pense aussi parce qu'il avait un très bon titre. Et sachez que le titre initial, quand on l'avait acheté, c'était Bloody Milk, donc en anglais, et Les Sanglants. On dirait un film d'horreur monstrueux. Donc, tout de suite, on avait dit c'est un mauvais titre. Il avait dit oui, je sais, mais j'en trouve pas d'autres. Il avait fait son tournage avec le titre Bloody Milk. Le montage c'était toujours Bloody Milk. Il avait pas. Alors, on avait des propositions de titres. Je vous assure, on avait une liste de 1000 titres. C'était non-stop. On faisait que changer. On ne trouvait pas le titre. Donc, il finit le film, c'est toujours Bloody Milk. Il faut envoyer le film aux sélections cannoises. Ça s'appelle encore Bloody Milk. Je vais au bout de l'anecdote. Le film a été pris par la Semaine de la Critique, qui est donc une sélection cannoise de premiers films surtout, et où leur conférence de presse, c'est les seuls qui font ça, c'est une conférence de presse vidéo. Donc, qui est hyper bien faite. Le délégué général enregistre une vidéo très bien, il explique pourquoi il a choisi chaque film, et il balance ça sur les réseaux sociaux. Là, donc il enregistrait le vendredi, il la mettait sur les réseaux le lundi. Quand il enregistre le vendredi, on n'avait toujours pas choisi le titre. On lui a demandé d'enregistrer 6 versions, parce qu'on hésitait encore entre 6 titres. Donc il a enregistré les 6 vidéos, et on lui dit, ce week-end, on te dit laquelle vous balancez sur les réseaux sociaux lundi. Dans les 6, il n'y avait pas Petit Paysan. Donc le lundi, il envoie sous Bloody Milk, toujours encore. Et le mardi, vraiment, soudain, Hubert, sur le groupe WhatsApp titre, dit Petit Paysan. Donc c'est le réalisateur. Là, je ne vais pas dire que c'est le talent du distributeur. C'est le réalisateur qui n'a pas retrouvé. Et j'ai dit, oui, voilà, ça y est, on a trouvé. Mais donc, ça a été un très long processus. C'est dur, les titres. Et les affiches, c'est dur? Les affiches, c'est dur aussi. Moi, j'aime pas trop les affiches. Enfin, j'ai rien contre les affiches, mais je trouve ça vraiment que c'est un travail difficile parce que c'est très dur, surtout d'inventer des nouvelles choses. On a quand même l'impression que tout a déjà été fait. Donc, nous, on a 2 graphistes chez Pyramide qui font une partie de nos affiches. Sinon, on fait aussi appel à des affichistes extérieurs. Voilà, l'idée, c'est en regardant les photos du film, en regardant le film, parfois, il y a des plans qui sont une évidence. Mais parfois, il n'y a rien. Et par exemple, la petite cuisine de Mehdi que vous avez vue hier, ça c'est un cas intéressant. Les photos, elles sont pas mal. Hein, vous pourrez regarder, elles sont sur notre site internet. Mais il n'y en a aucune où on se dit c'est une affiche. Il n'y en a aucune où il y a l'idée de cuisine. On voulait évidemment et Younes et Yam. Et enfin bref,
très compliqué. Et au final, on a organisé un shooting. Donc ça, c'est vraiment, ça coûte très cher. Faire revenir tous les acteurs, retrouver les bons costumes, vérifier qu'ils ont la bonne coupe de cheveux, le bon machin et tout pour que ça ressemble un peu au film. Louer un restaurant dans lequel, toute une journée, on a fait des photos dans tous les sens, l'un à gauche, l'autre à droite, etc., en se disant qu'on espérait que l'un pourrait faire une photo de l'affiche. C'est le cas, on va avoir une affiche qui sera jolie, qui ne sera pas non plus démentissime, mais qui sera bien. Voilà, mais ça, vraiment beaucoup de travail et de stress. Alors là, après, il y a des cas variables. The New West, cas tranquille, le film est déjà sorti aux États-Unis où c'est un succès. Sony avait fait une affiche, elle est super. Donc là, trop bien, ça arrive rarement. Pof, on va reprendre l'affiche américaine, on va remplacer East of Wall par The New West. Et voilà, ils ont bien travaillé, on aime leur affiche. Mais souvent, on n'aime pas des affiches. Enfin bref, souvent, c'est quand même nous qui devons faire. Et voilà, il faut tout décider. Et la police, et on met l'acteur en bas ou en haut. Est-ce qu'on met les festivals ou pas, les gros ou pas. Et est-ce qu'on met une catchline. Une catchline, vous savez, c'est quand on met une phrase, le meilleur film de votre vie et tout. Voilà, c'est compliqué. Combien de meilleurs films de l'année tu as eu en une année? Alors, nous, on le fait pas trop. Quand on met des catchlines, généralement, on met des titres de presse et on triche pas, c'est des vraies phrases de presse et on signe avec la presse. Mais c'est vrai qu'il y a des distributeurs, ils écrivent un film exceptionnel signé moi-même, quoi. Ce que je trouve dingue. Voilà, nous ça, on sait pas le faire. Juste, j'avoue, pour l'histoire de Souleymane, on avait mis le film qui a bouleversé le Festival de Cannes. Mais c'est un peu bête comme phrase. Mais cela dit, c'était vrai. Tout Cannes n'a parlé que de l'histoire de Souleymane pendant tout le festival et n'a fait que pleurer en parlant. Et là, on vient de sortir Sirat le 10 septembre, qui est un film qui marche bien aussi et qui avait aussi été un événement à Cannes. Merci. Et là, on a mis le film qui a électrisé le Festival de Cannes. Donc, on va dire qu'une fois par an, on se permet le film qui a le Festival de Cannes. Mais que quand c'est vrai. Dans les deux cas, vraiment, on ne ment pas. Autre élément de communication qui vous impacte peut-être pour aller découvrir des films en salle, c'est la bande-annonce. Voilà, alors la bande-annonce, c'est nous aussi. Là, on fait appel à des monteurs extérieurs qui nous envoient une première version et après on échange, donc toujours réalisateur, producteur et nous, pour faire évoluer ce montage. Alors là, j'avoue que moi je suis nulle, mais Eric, mon associé, est très très fort. Il voit un montage et puis il fait un mail de 4 pages en disant ce plan-là, tu l'accourdes de 2 images et tu le remontes là, etc. Il a toujours plein de bonnes idées. Mais généralement, on a, je sais pas, 25 versions de bande-annonce avant d'en avoir une. Voilà, et puis donc la bande-annonce, généralement, ça fait 90 ou 100 secondes. C'est pour que ça passe dans les salles de cinéma. Alors après, ça, c'est un autre sujet. On va en parler aussi. C'est l'achat. Où c'est qu'on dépense de l'argent. Aujourd'hui, vous savez que pour que vos bandes annonces passent dans les cinémas, malheureusement, ça aussi, il faut de plus en plus souvent payer, notamment les circuits et tout. La bande-annonce, elle est aussi disponible pour le coup gratuitement sur Allociné et tout. Mais maintenant, les nouveaux outils de communication, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Et donc, une bande-annonce, c'est trop long pour les réseaux sociaux parce que les gens, ils passent 10 secondes sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, il faut faire des formats 30 secondes. C'est le nouveau format qui marche très fort. Donc, on part de la bande-annonce, puis on fait un format 30 secondes qu'on va sponsoriser sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, il faut aussi faire des 10 secondes pour les pubs YouTube, etc. On s'en sort jamais. Il faut faire de plus en plus court, toujours donner envie en le moins d'images possible. Oui, c'est vrai qu'il y a même maintenant une mode du teaser de la bande-annonce. Donc on vous dit, attention, dans un mois, vous verrez la bande-annonce et on vous met 10 secondes de la future bande-annonce. On n'en sort plus. Voilà, bon, ça, c'est plus un truc de ricain quand même. Moi, dire bientôt, vous aurez la bande-annonce, ça excite quand même un peu personne. Mais tu as raison, ça se fait pour des gros films. Est-ce que ça vous est arrivé de tourner exprès une bande-annonce? Parce que les bandes-annonces en général sont tirées des images du film que vous allez découvrir après. Mais il est arrivé... régulièrement, on voit un réalisateur ou un distributeur qui a envie d'une bande-annonce différente et qui donc il organise un petit tournage exprès, quoi. Non, ça, nous, on l'a jamais fait. On a quand même globalement... Nous, notre chance, c'est qu'on sort globalement des bons films. Souvent, ils ne marchent pas parce qu'ils ne sont pas faciles, mais ils sont toujours de qualité, qu'on se dit qu'on a toujours de la matière dans nos films pour faire des belles bandes annonces. Mais c'est vrai, là, je crois que ça se fait quand même de moins en moins. La grande période, c'était Lelouch, là, de la bande annonce de l'itinéraire d'un enfant. Alain Resnais aussi. Resnais l'a fait aussi. Voilà, mais c'était votre Belmondo caché qui assiste au tournage en disant alors le film va raconter ça. Mais ça, ouais, c'est vrai que ça se fait plus trop, et en tout cas, nous, on le fait pas. On parlait des achats d'espace, oui, parce qu'après tout ce matériel que vous créez pour donner envie aux spectateurs de venir voir les films en salle, il faut le montrer. Voilà, donc ça, on dépense de l'argent, donc ça va dépendre du film, combien on dépense. Mais dans tous les cas, une fois qu'on a une enveloppe d'achat d'espace, donc on va dire je vais avoir une enveloppe entre 100 000 pour les petits films et 600 000 pour les gros films, cet argent-là, où je le dépense? Est-ce que j'achète des affiches dans les rues, à Paris, en province?
Est-ce que je vais plutôt dépenser sur Internet? Est-ce que je vais plutôt acheter des pages de pub dans les journaux? Est-ce que je vais donc acheter dans les salles de cinéma? Je vous dis, de plus en plus, il faut payer. Est-ce que je vais acheter sur les réseaux sociaux? Sachant que le net et les réseaux sociaux, c'est pas pareil. Voilà, donc dans un monde idéal, vous avez assez d'argent pour acheter partout, mais dans les faits, il faut quand même un peu orchestrer. Donc voilà, après, vous vous en doutez, si vous avez un film que vous trouvez très intello, vraiment pour des gens très érudits, vous allez privilégier plus la presse écrite. Si c'est un film où vous pensez qu'il y a un public un peu plus jeune, vous allez faire un peu plus de réseaux sociaux. Enfin voilà, vous voyez tout ça. Je fais un petit point, je bien distinguer les achats dans la presse. On achète une page de pub dans la presse, vous avez l'affiche de notre film avec écrit la date de sortie, de la présence dans la presse par les interviews. Ça, nous, on embauche des attachés de presse pour chacun de nos films. Et l'attaché de presse, lui, c'est son boulot de parler aux journalistes pour qu'on soit présent dans les journaux. Mais c'est deux choses différentes. On peut être présent via le rédactionnel, c'est notre attaché de presse qui négocie, ou via la pub, et ça, c'est nous qui négocions en direct. Il y a quelques années, la télévision, enfin, la règle a changé. On peut maintenant faire de la publicité pour les films à la télévision. Je suppose que ça coûte cher. Ça vous est arrivé d'en faire? Non, alors nous, on est contre. On est même politiquement contre, donc on n'a même pas le droit d'en acheter. Donc en effet, très longtemps, la publicité à la télé pour le cinéma a été interdite dans un désir d'égalité, en disant que c'est évident que seuls les très gros distribs auraient accès à ça. Finalement, donc on s'est beaucoup battu contre, et puis on a échoué, ça a été autorisé. Et donc, notre syndicat de distributeurs indépendants, qui s'appelle le DIR, on a dit jamais un distributeur du DIR n'achètera à la télé pour manifester notre mécontentement. Peut-être qu'on changera un jour, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Mais c'est vrai que Disney, ils achètent le spot pour leur film avant le JT de 20h. Mais ça, un spot sur TF1 avant le JT de 20h, ça coûte pareil que toute ma campagne d'achat média, moi, sur un film. Donc voilà, c'est juste un autre monde. Oui, on va prendre des questions dans la salle. Je vois des mains qui se lèvent. J'y vais tout de suite. Il y a madame juste avant. Voilà. Oui, bonjour. C'est fort intéressant tout ce que vous dites. Moi, je découvre un monde incroyable. Quand au cinéma, les acteurs et puis le scénariste commence à faire une tournée en France ou à l'étranger, c'est vous qui les distribuez aussi ou c'est Tout à fait. c'est Alors de ça, leur c'est le propre troisième chef? temps. On a vu acquisition marketing. Après, le troisième temps, c'est la programmation. C'est vraiment le lien avec les festivals et salles, l'organisation des tournées. Ça, c'est aussi énormément de travail. Et c'est vraiment nous qui organisons D'accord. ça. C'est pour ça que je connais très bien Patrick pour le festival. Je connais très bien aussi Chabi et Maïté pour Ok. éventuellement venir hors festival. Et voilà, c'est un vrai travail aussi. Le but d'aller vers le public, au-delà du plaisir que nous avons, c'est bien sûr d'augmenter le bouche à oreille sur un film, voilà, de créer comme ça, mettre tous les éléments en place pour que le jour de sa sortie, le maximum de gens soient informés qu'il arrive et l'aiment et en disent du bien. Et après, l'après-film, tout ce qu'on voit sur Canal+, machin, truc, ça rentre comment dans votre budget? Alors, bonne question. Donc, en effet, on n'en a pas du tout parlé. Les films, après la vie dans les salles, il y a la vie en VOD et la vie à la télé. Donc ça dépend. Généralement, les films français, les producteurs gardent les droits télé. Et souvent, le producteur, quand il produit le film, il vient me chercher, moi j'ai dit en amont, mais il va aussi chercher la chaîne de télé en amont. Donc par exemple, Arte ou France 2 se seront engagés sur le film sur scénario comme nous, et du coup auront le droit de le passer les premiers à la télé. Voilà. Donc ça, c'est le producteur qui a négocié, souvent sur scénario, quel sera le premier passage télé. Après, mais des années après, parce que vraiment la télé qui préachète, elle a vraiment le droit, le film n'est qu'à elle pendant longtemps. Des années après, on a le droit de faire des deuxièmes passages télé. Et souvent, ça, c'est nous qui les avons. Donc, c'est nous qui allons vendre aux plus petites chaînes de télé, voilà, les autres passages. Et en revanche, pour ce qui est VOD et même édition DVD, ça, on le fait nous chez Pyramide. Donc, c'est nous qui, voyons, je parle des petites plateformes et tout, pas Netflix et tout ça, c'est pas notre univers. Mais quand vous êtes sur Arte VOD, la Cinétech, ces petites plateformes, ça, c'est nous aussi qui négocions. Et idem, c'est nous qui sortons des beaux DVD, on y tient encore chez Pyramide avec des beaux bonus et tout. Et c'est nous qui nous occupons de les mettre dans les centres. Merci pour toutes ces explications. Je pensais connaître pas mal de choses, mais j'en ai appris encore plein d'autres ce matin. Juste, après tout le travail en amont, lorsque un film va sortir, il y a un certain nombre de copies. Comment ça se détermine? Ça coûte combien? Qui est-ce qui paie? Très bien. Donc en effet, essentiel, la sortie nationale, le jour de la sortie, dans quel cinéma vous êtes. Donc ça,
a priori, normalement, c'est notre décision à nous, donc c'est vraiment le cas. Moi, je vois un film, je me dis, ce film-là, je pense qu'il doit sortir dans ces salles-là. Je réfléchis à la taille, au potentiel, aux salles adaptées. Donc, je fais vraiment une liste idéale. Voilà. Et après, il y a 2 cas. Il y a les films qui ne marchent pas, qui ne prennent pas. Les exploitants, les salles de cinéma, elles vont pas vouloir de mon film, elles vont me dire non, 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 et je vais devoir me résoudre la mort dans l'âme à avoir une sortie plus modeste que celle que j'espérais. Et à l'inverse, il y a des films qui prennent, où j'aurai plus de demandes que ce que je pensais. Et donc là, c'est à moi de décider si j'ai envie de dire oui à tout, ou si j'ai envie quand même de rester raisonnable. Voilà, par exemple, à Saint-Jean-de-Luz, il n'y a qu'un cinéma. L'affaire est réglée. Cinéma qui travaille trop bien. Moi, j'aimerais sortir tous mes films en sortie nationale à Saint-Jean-de-Luz. C'est souvent pas le cas. Il n'a pas la place, il a que 5 écrans, il doit sortir plein de choses. Il sort des films à réessayer et des films grand public parce qu'il fait les deux. Voilà, donc c'est la vie. J'ai une bonne relation avec lui. Il va me dire, mais si tu veux, en 3e semaine, j'ai un petit trou, je peux te passer. Je vais dire, ah ben avec grand plaisir. Voilà. Mais après, il y a des cas plus compliqués. Il y a des villes où il y a plusieurs cinémas. Donc, est-ce que j'ai envie de sortir que dans la salle à réessai, qui est ma salle historique et partenaire, mais est-ce que je préfère sortir, comme je crois en mon film, et dans la salle à réessai, et dans le multiplex, en me disant que ça va cohabiter au début? Je risque de faire plus d'entrées au début, mais peut-être que je durerai moins longtemps. Voilà. Donc, il y a comme ça un peu une stratégie à faire sur comment on veut sortir. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, il faut vraiment avoir en tête, malheureusement, que le pouvoir est vraiment du côté des exploitants et pas du nôtre. Donc je vous dis, c'est moi qui décide, c'est vrai, mais quand même, je suis quand même entre les mains des exploitants. Et voilà, ils peuvent décider qu'ils me maltraitent, ou ils peuvent décider qu'ils veulent le film, et même si je voudrais le décaler, ils vont me faire la pression pour faire autre chose. Voilà, donc là, je vous parle de moi, je suis une indépendante. Les Disney, c'est l'inverse. C'est une relation de pouvoir où Disney a le pouvoir sur les exploitants. Moi, clairement, c'est l'exploitant qui a la main sur moi. Et il y a vraiment un phénomène aujourd'hui qui est terrible, de plus en plus post-Covid, c'est un phénomène du tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des films qui n'intéressent aucune salle de cinéma, personne n'en veut, et il y a des films qui intéressent toutes les salles de cinéma. Et dans ces cas-là, vous pouvez être sûr que les salles à réessai, les multiplex, les machins, tout le monde voudra le film en même temps. Il faut composer avec ça, essayer quand même de garder sa touche et son contrôle, mais voilà, c'est vrai que le pouvoir n'est pas chez nous. Pour répondre sur l'argent, aujourd'hui, ça ne coûte plus rien de sortir un film dans les salles de cinéma, ce qui a d'ailleurs aggravé le phénomène du tout ou rien. Avant, on avait des copies de films, des copies 35 mm. Ça coûtait environ 1 000 € une copie. Donc, on réfléchissait vraiment où on mettait nos copies qui coûtaient 1 000 €, comment on les faisait se déplacer après, etc. Maintenant, pof, c'est un fichier numérique qu'on envoie d'un clic dématérialisé. Donc, ça coûte rien. Donc ça explique aussi que les sorties sont un peu incontrôlées, un peu n'importe quoi. Parfois, il y a vraiment beaucoup trop de copies au début, ou tout le monde en même temps. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on a fait des vraies économies sur ce poste. Je vous dis qu'on a un métier difficile, on a fait des économies sur ce poste. Mais derrière, on doit tellement plus dépenser en marketing qu'avant, parce que maintenant, on doit acheter pour avoir nos bonnes annonces dans les salles. Maintenant, il y a les achats web, tout ça, tout explose dans tous les sens. Donc quand même, on a encore des frais très élevés. Une question ici. Bonjour. Je me demandais juste à peu près combien de distributeurs il y a en France. J'imagine qu'il y a évidemment des gros mastodontes comme peut-être Gaumont ou UGC qui peut-être concentrent un peu le marché, mais combien ils sont environ? Et une autre question subsidiaire, c'est à partir de combien d'entrées en moyenne est-ce que la profession considère qu'un film est un succès? Alors, 2 très bonnes questions. La première, il y a énormément de distributeurs. Donc, il y a en effet les gros. Donc, il y a d'abord les majors américaines. Donc, Universal, Sony, Disney, Paramount, qui, eux, sortent en France les films de leur studio américain. Le studio américain choisit la date de sortie, choisit le matériel. Ils ont vraiment que le boulot de prog, qui est déjà un boulot énorme. Voilà, donc eux. Voilà. Après, il y a des gros distributeurs français qui sont souvent adossés à d'autres choses. Donc Studio Canal qui est adossé au groupe Canal+, UGC qui est adossé au circuit de salles UGC, Gaumont qui n'est plus adossé à rien, puisque les salles Gaumont n'existent plus. En revanche, il y a Pathé Distribution qui est adossé au... Voilà. Donc ces gens-là, c'est beaucoup plus gros. Néanmoins, parfois c'est difficile pour eux aussi. Et petite anecdote pour me vanter, sachez qu'en 2024, Pyramide, moi, j'ai fait plus d'entrées que Gaumont Distribution. Incroyable. Ils ont eu une très mauvaise année, j'en ai eu une très bonne. On a fait plus que Gaumont, alors qu'ils ont des frais tellement supérieurs aux nôtres et tellement plus de personnel. Donc, c'est rare, mais c'était super. Voilà, à partir de combien d'entrées un film est un succès, ça dépend vraiment totalement du film. Et c'est même moi, je peux vous dire, dans mon argent. Il y a des films, quand je fais 50 000 entrées, je gagne de l'argent. Passer un film sorti de nulle part, il m'a pas coûté cher de l'acquérir et j'ai pas dépensé beaucoup en frais de sortie.
Et à l'inverse, il y a des films, s'ils font 400 000 entrées, qui sont des cuisants échecs parce qu'ils ont coûté hyper cher et qu'il y a eu beaucoup de frais de sortie. Donc la profession sait, se rend compte, connaît à peu près tout ça et voit quand est-ce qu'un film est un succès et un échec. Et c'est dingue, par exemple, je ne sais pas pourquoi j'en parle, parce que c'était la semaine dernière. La semaine dernière, il y a 2 films qui sont sortis, qui ont fait autant d'entrées en première semaine. C'est Muganga, un film, vous voyez, sur... tout à fait, très beau film, distribué par un tout petit distributeur qui s'appelle L'Atelier, donc par ailleurs film tourné en Afrique, etc. Et il y a Rembrandt, le film de Pierre Scholler, avec Camille Cotin, Romain Duris, qui est sorti chez un gros distributeur qui s'appelle Zinc. Ils ont fait le même nombre d'entrées en première semaine. Évidemment, pour L'Atelier, c'est un énorme succès, c'est génialissime. Pour Zinc, c'est un naufrage absolu. Voilà, donc ça dépend vraiment des cas. Bonjour. J'aurais une question, moi, sur la vision artistique que vous portez. Vous avez parlé du ciblage que vous avez, de personnes de plus de 45 ans, cinéphiles, etc., du fait que vous vous intéressez plus au scénario qu'au casting, par exemple. Est-ce que vous suivez une vision artistique précise dans vos choix et dans les scénarios que vous achetez? Ça pourrait être, par exemple, pour Suleiman ou ce film Mouvant Dieu, un personnage sur lequel on va s'attacher, rentrer dans son intimité. Voilà. Ou est-ce que c'est plus sur l'affect que vous portez au film? Et question qui va ensuite... Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film-là par rapport à cette vision que vous portez? Alors, donc il y a vraiment deux choses différentes. Quand j'ai dit on cible les personnes âgées, ça c'est du marketing. C'est pas une vision artistique. Voilà. Après, la vision artistique, en effet, elle se fait au niveau des choix. Et clairement, on ne va que sur des coups de cœur. C'est-à-dire, on va sur des films si on les aime ou sur des scénarios si on les aime. Et c'est vraiment ça qui nous motive avant tout. Après, évidemment, chaque fois, on est obligé de se dire, est-ce que ça va un peu marcher? On se pose la question et malheureusement, surtout depuis cette terrible période post-Covid du tout ou rien où une certaine diversité est morte, il nous arrive de voir des films qu'on trouve formidables, mais sur lesquels on ne s'engage pas parce qu'on pense que ça va être trop difficile. Mais par contre, il y a aussi souvent, on voit des films en se disant ça peut marcher, il y a un vrai potentiel, mais au fond, on n'aime pas, on trouve que ça ne correspond pas pile au cinéma qu'on défend. Dans ces cas-là, on ne va pas y aller. Voilà, donc... Alors, le cas Suleiman, par exemple, on avait fait les 2 précédents films du réalisateur, donc on le connaissait très bien. Il y avait, ça joue beaucoup aussi la fidélité chez tous les distributeurs et notamment chez nous. Donc, il avait fait ces 2 films d'avant qui n'avaient pas trop marché, mais ça avait été des bonnes aventures humaines, on s'entendait très bien. Et là, on avait lu ce nouveau scénario qui, sur le papier, en 2 lignes, l'histoire d'un livreur de repas guinéen qui attend ses papiers, c'était vraiment pas sexy. Mais par exemple, pour de vrai, là, dès le scénario était exceptionnel. Suleiman, le scénario, j'ai senti qu'il allait avoir de la tension, de l'émotion comme rarement. Donc un réal qu'on adore plus un scénario super, malgré un sujet qu'on trouvait difficile, on s'est dit on y va et on verra bien. Et le film a été formidable et ça a été une belle aventure. 20 Dieu, c'est un premier film, donc on n'avait pas vu les films précédents, mais on a trouvé le scénario super aussi. Et là, en effet, pour le coup, sujet beaucoup plus facile que Suleiman, assez feel good, le fromage. Pardon, oui. Mais le synopsis, ça donne pas envie. C'est l'histoire d'un gamin, pour s'en sortir, il va faire du fromage. Waouh! Mais malgré avouez que vous n'êtes pas souvent allé voir des films qui vous promettaient ça, non? Oui, non, évidemment. Mais malgré tout, c'est plus sexy que c'est l'histoire d'un Guinéen qui va livrer des papiers, des repas. Voilà. Ça dépend du Guinéen. Jamais. Mais c'est vrai que voilà, le 22, c'était un beau scénario. Et là, on a fait le pari de ce premier film. Par exemple, 22, c'est un film sur lequel on n'a pas mis beaucoup d'argent pour l'acquisition du scénario. Et après, comme ça s'est très très bien passé, on a dépensé beaucoup d'argent pour le sortir. Enfin, voilà. Concernant The New West, comme j'ai dit, c'est mon associé qui l'a découvert à Sundance. Donc ça s'est fait sans moi. Ton corps défendant. Non, il a été extrêmement ému par le film. Il s'est dit que c'est des gens qu'on voyait jamais. C'est vrai que cette mère et cette fille sont vraiment très émouvantes, ces grands espaces. C'est ça qui l'a touché. Et puis, je répète, il y a aussi en effet l'intérêt de faire un film américain, ce qu'on a rarement l'occasion de faire et tout. Mais c'était avant tout, il a adoré. Il a vu le film à Sundance, il est sorti transporté, amoureux de cette famille, amoureux de ces grands espaces. Et voilà. Et il n'y avait pas de case qui disait ça n'a pas du tout marché. Donc pourquoi pas y aller? Tu parlais de fidélité. Pardon, tu parlais de fidélité. Boris, donc le réalisateur Boris Lojkin, pardon, j'y arrive jamais. Mais il n'y a pas que lui. Il y a
Alors, on va pas dire une écurie, mais enfin, il y a quand même des réalisateurs Pyramide. Emmanuel Mouret, les frères Larieux. Tout à C'est fait. quand même... il y a de beaux noms qui sont attachés à cette belle maison. Eh bien, merci. Oui, non, bah, c'est sûr. En effet, par exemple, Emmanuel Mouret, on a fait 9 films ensemble. Enfin, c'est 9 derniers. Donc, on a commencé à son 4e. Et depuis, il en a fait 9 qu'on a tout fait. Et là, on vient de signer le prochain qui va être tourné en février. On adore son cinéma. Tous ses films sont formidables. Et la jolie histoire sur un Emmanuel Mouret, c'est qu'on a quand même longtemps peiné à lui faire des entrées. Et puis, au final, on y est arrivé, quoi. Donc, ça, c'est beau quand on est main dans la main. On s'accompagne. Depuis le début, nous, on y croyait. Voilà. Et à un moment, le public est venu avec nous. Et maintenant, on arrive même à gagner un petit peu d'argent sur ces films, alors que ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Et on continue. Et c'est super. En effet, Thierry de Peretti, dont j'ai fait l'intégralité des films. Philippe Faucon, Céline Sciamma. Plein de monde. Voilà. Après, il arrive qu'on se sépare aussi. Hein. C'est triste. Soit ça peut être parce que nous, on n'aime pas un scénario, c'est rare, mais voilà, quelqu'un en a toujours tout adoré, soudain il envoie un truc qu'on n'aime vraiment pas, on peut éventuellement ne pas suivre. Mais voilà, sinon quand soudain la personne veut faire un film trop cher et que nous, on peut plus y aller, quoi. Si soudain, je pense que ça n'arrivera pas, mais si Emmanuel Mouret veut faire un film de science-fiction qui coûte 20 millions, on le fera pas, parce qu'un film qui coûte 20 millions, ça implique trop d'argent de la part d'un distributeur. Tu penses à Bruno Dumont? Voilà, exactement. C'est un risque qu'on ne prendra pas et on laissera Emmanuel Mouret aller vers une major et on sera heureux pour lui. C'est plus dur si jamais il partait pour un distrib de notre taille. Ça, c'est cruel parfois. Voilà, on ne sait pas pourquoi on perd des auteurs. Il faut rester philosophe. Hein. Parfois, il y a des films auxquels on dit non qui cartonnent, des auteurs qu'on a eus chez nous qui s'en vont ailleurs. C'est pas grave. Il faut se dire, ce qui compte, c'est de sortir des beaux films, d'avoir des belles aventures humaines, des spectateurs heureux et de gagner un peu d'argent. Je vais vous donner la parole et après, je vais nous diriger vers la fin de cet entretien. Et si il n'y a pas de distributeur pour un film, d'abord, est-ce que le distributeur, c'est légalement, enfin contractuellement, quand on fait un film, il faut en avoir un pour pouvoir commencer un film? Sinon, s'il n'y a pas de distributeur, comment font les... Alors, 2 choses. En amont, un producteur, il a besoin d'un distributeur parce que les chaînes de télé et les régions ne s'engagent pas sur un film s'il n'y a pas un distributeur. Je vous ai dit, le producteur, il cherche des financements. Voilà. Donc, oui, il y a besoin d'un distrib pour avoir les chaînes de télé et les régions, qui représentent beaucoup d'argent pour un film. Au moment de la sortie, pour qu'un film sorte, il faut que la personne qui parle avec l'exploitant ait un numéro distributeur. Donc, un producteur, s'il n'a pas de numéro distributeur, ne peut pas sortir un film tout seul. Voilà. Donc, dans les faits, il y a parfois des producteurs qui ont fait leur film sans argent, en dehors du système, etc., qui décident de sortir le film tout seul. Ils vont s'organiser, machin, pour avoir le numéro distributeur et pour sortir. C'est possible. Mais sincèrement, ça c'est toujours que pour des tout petits films. Les exploitants vont pas vraiment s'y intéresser parce que les exploitants ils sont tellement sollicités par tellement de distributeurs quand soudain un prod arrive en disant moi j'ai un numéro distributeur, je peux sortir mon film, est-ce que tu le veux? A priori c'est mauvais signe. Voilà. S'il n'y a pas de distributeur, c'est que aucun distributeur n'en a voulu. Voilà. A priori c'est ça. Mais comme ça, il y a toujours des exceptions, des films qui arrivent sur les écrans, un peu sortis de nulle part, et qui peuvent parfois marcher plutôt sur des réseaux parallèles, des documentaires très militants sur un certain sujet. Ils vont parfois sortir sans vrai distributeur, juste en faisant des soirées débats dans les salles. Mais c'est vraiment un marché très parallèle. Ça me permet quand même aussi de signaler quelque chose, c'est que nous, on s'engage sur scénario, puis après, on découvre le film, et parfois, on peut être déçu. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Nous, chez Pyramide, on n'abandonne jamais un film. On trouve que ça ne se fait pas. Donc, le but, c'est de discuter avec le réal et le prod, de voir les faiblesses, de se dire, soyons tous ensemble conscients des faiblesses et voyons comment, malgré tout, on peut le faire exister à la hauteur de ce qui est possible. Mais il arrive que des distributeurs s'en aillent, disent, ton film, il est trop nul, je m'en fous. Ils laissent l'argent qu'ils ont payé. Ils disent, tu gardes mes 200 000 €, mais je ne veux pas avoir à le sortir. Je n'ai pas envie de travailler là-dessus. Je n'ai pas envie de discuter avec les exploitants. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un bof producteur qui a son film
sur les bras. Donc le distributeur, quand même, il avait un contrat, donc il est obligé de le sortir, mais il peut le sortir dans une salle de cinéma à une séance et dire ah bah tu vois, je l'ai La sorti. sortie Donc, technique. c'est comme ne pas le sortir. Donc ça, c'est très très dur pour des producteurs qui, dans ces cas-là, vont chercher un nouveau distributeur, mais pareil, ils sont en position de faiblesse parce qu'on va savoir que le distributeur initial est parti. Voilà, nous on le fait jamais, mais ça se fait de plus en plus et ça me rend dingue. Des bons distributeurs connus, ils lâchent les films. Il y a un exemple, tu parlais de Muganga, qui donc a été primé 3 fois au Festival d'Angoulême, peu de temps avant, parce que moi j'ai suivi un peu les mésaventures de ce film. Cette réalisatrice a été abandonnée par son distributeur. Elle se retrouvait pendant 6 mois, elle a cherché un distributeur pour finir par trouver l'atelier In Extremis qui l'a présenté au Festival d'Angoulême, où il a reçu le prix du public, le prix du scénario et le prix du meilleur acteur. Et voilà, et maintenant le film en est déjà à 100 000 entrées. Et en plus, comme il y a un vrai sujet, je pense que c'est un film qui va continuer sur la durée. Voilà. Et je vous remercie de votre question parce que ça m'amène, moi, à une question que je voulais aborder, c'est la question des festivals. Parce que des fois, dans les festivals, on découvre, ça a été le cas hier avec Vache Folle, des films qui n'ont pas de distributeur. C'est aussi nous, notre métier, que quand on découvre une pépite qui est passée par un circuit qui n'est pas le circuit habituel, de l'exposer au public. L'an dernier, pour reprendre un autre exemple du Festival d'Angoulême, il y a un film qui s'appelle À bicyclette, qui n'avait pas de distributeur quand il a été présenté en compétition, aux grandes dames du producteur, qui est quand même... Lévy, qui est le neveu d'Yves Montand, un des plus grands producteurs français. Il n'avait pas trouvé de distributeur, il en a trouvé pendant le festival, et le film a fait 500 ou 600 000 entrées. Voilà. Donc tout est toujours possible, et il se peut que des fois, les distributeurs trouvent une place dans leur line-up pour ces films. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en effet, les festivals, il n'y a pas besoin du fameux numéro distributeur. Donc là, un film peut arriver dans un festival sans distributeur. On a juste besoin d'une dérogation CNC ou un truc comme un numéro provisoire, un visa provisoire. Voilà. Quelle est l'importance pour toi? Parce que le circuit des festivals, quelqu'un a parlé tout à l'heure de la tournée province. C'est vrai que si les grands studios, enfin les gros distributeurs peuvent organiser des tournées province qui souvent sont très chères parce qu'un grand acteur, ça mange dans des grands restaurants et ça dort dans des grands hôtels. Donc finalement, l'addition, elle est salée. Est-ce que nous, festivals, pas juste Saint-Jean-de-Luz, l'ensemble, le réseau des festivals en France, c'est vraiment une aide pour vous, les distributeurs indépendants? Évidemment, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, où je consacre beaucoup de temps, réfléchir à la stratégie festival, et le but étant en effet de montrer le film le maximum à son sortie, dans des bons endroits, avec des gens cinéphiles qui vont propager la parole. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que parler avec les programmateurs de festivals, c'est souvent plus sympathique que parler avec les exploitants, parce qu'on a plus le temps de parler de cinéma, de vraiment la forme, pourquoi on a envie de se battre pour quelque chose. Voilà, les exploitants, ils sont pris dans le flux de 15 films par semaine, ils vont vite, voilà, il y a moins la possibilité de travailler, d'exprimer une vision artistique. Et c'est vrai que les festivals, après, c'est toujours pareil, il y a des bons festivals qui travaillent bien. Alors, il y a les choix, mais il y a aussi fidéliser un public. Voilà. Souvent, les festivals, quand même, c'est des salles pleines. Et c'est hyper important, des cinéphiles qui vont porter la parole. Et voilà, par exemple, pour Amine, qu'il ait eu sa première projection hier ici, c'est super. La salle était pleine, il a senti beaucoup d'enthousiasme. On est très heureux et on va avoir ça comme première base pour construire la suite. À moins qu'il y ait une dernière question, on va remercier Roxane. Moi, je voudrais officiellement... la remercier parce qu'on se connaît maintenant depuis de longues et belles années. Elle a toujours été un soutien indéfectible pour le festival. Elle a toujours tenu à nous présenter des films, à nous proposer des films, en première française, voire en première mondiale comme hier. On s'est toujours parlé ouvertement et sincèrement, sans blabla, sans mensonge, rien. On a toujours été cash l'un vis-à-vis de l'autre. Je l'aime infiniment, c'est une très belle personne, et en plus d'une très grande professionnelle qui a été, avec Eric, l'an dernier, ont été nommés personnalité de l'année par le film français, et donc par leur père. Donc c'est dire s'ils font du très bon travail chez Pyramide. Merci beaucoup, Roxane. Merci beaucoup. Je te rends tout cet amour et ces compliments. Merci à vous. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour le prix du public pour The New West, et je vous souhaite une bonne journée, et je vous retrouve tout à l'heure. Merci, Roxane.